Vous avez chacun une très bonne, voire deux très bonnes raisons d'être là. Je vais commencer par vous, Benoît. Benoît, vous êtes le président de la Mobile Marketing Association France et vous allez nous dire en quoi elle consiste et quelle est sa mission. Donc, la Mobile Marketing Association France est la ramification française d'une association qui est présente dans la plupart des pays développés et qui, comme son nom l'indique, œuvre au développement de l'utilisation marketing du mobile. Et donc, notre job à tous et à nos 700 membres. Dans nos membres, on a des très grosses entreprises comme Google, Yahoo, Microsoft, mais aussi plein de petites startups, notamment en France, où on a un tissu de startups qui est très développé. Et donc, on œuvre pour développer cet écosystème et faire que les entreprises, et plus précisément les annonceurs, conçoivent de plus en plus de dispositifs et de services utilisant le mobile, tant pour faire de la publicité, du marketing et du CRM. Merci. Alexandre, on vous connaît par vos publications, essentiellement le livre qui s'appelle l'Open Space m'a tué et le récent qui s'appelle Facebook m'a tué. Vous êtes, en plus d'être auteur, planeur stratégique et votre matière première, c'est vraiment l'humain et les relations. Oui, c'est ça. Ce que j'aime, c'est analyser en quoi on vit une époque passionnante qui est bouleversée avec les nouveaux moyens de communication et les réseaux sociaux. Et donc, c'est ces nouveaux modes de vie que j'aime analyser à travers nos comportements et aussi le vocabulaire qu'on utilise. Et enfin, Régis, vous êtes finalement l'aboutissement un petit peu de tout ce qu'on a dit. On a parlé digital, on a parlé SI. Et dans cette direction qui a été créée de Digital Solutions, il y a une volonté de rapprocher les métiers, essentiellement le marketing, et le SI. En quoi consiste votre fonction ? Bien, au travers des différentes expériences qu'on a pu mener au sein d'Unibail Rodemco, on s'est bien rendu compte que le digital, c'était une espèce d'alchimie, un mélange entre du marketing, de l'IT, et surtout avec des objectifs qui doivent être communs et pas simplement un marketing qui drive un service IT ou réciproquement. Et c'est la raison pour laquelle a été créé ce département, au fin de mener à bien en fait, les projets digitaux du groupe. La première des idées reçues qui nous a animés sur ces 2 jours n'est pas forcément une idée que vous partagez. Pour vous, la mobilité numérique, tout ce que permet de faire avec un device, ça n'a rien à voir avec un Internet sans fil. Le mobile n'est pas un Internet en plus petit et en cellulaire. Pour vous, il y a une autre dimension, Benoît. Je pense qu'effectivement, c'est un fil conducteur de tous les projets de marketing mobile. Je pense qu'aujourd'hui, les marques sont convaincues qu'il y a des très fortes différences. On a l'habitude, une phrase que j'ai eu l'occasion de répéter souvent, qui est il y a autant de différences entre le mobile et l'Internet qu'il y en avait au départ entre la télévision et la radio. Je vais un peu expliquer cette phrase. On a toute une créativité à apporter sur le mobile, que ce soit sur les formats publicitaires, sur les fonctionnalités des services qu'on peut proposer, qui sont aussi différentes que lorsque on a commencé, si vous vous souvenez de Léon Zitrone ou des images qu'on voyait en noir et blanc, où on filmait Léon Zitrone en train de parler à la télévision. Et puis à un moment, Léon Zitrone, il s'est levé, il s'est dit, mais avec cette caméra, je pourrais aller sur les champs de course pour filmer les chevaux. Voilà, donc il y a un moment où un média va copier le média précédent, mais il ne prend sa vraie envolée, sa vraie valeur que lorsqu'il a réussi à comprendre les scénarios d'usage qu'il pouvait développer. Donc ça, c'est très important et ça se retrouve et je pense que les marques aujourd'hui en sont convaincues. C'est-à-dire qu'il y a des différences extrêmement fortes entre l'Internet fixe d'un côté et l'Internet mobile et les services mobiles en général. D'ailleurs, quand vous lisez la presse, de plus en plus, vous voyez apparaître, que ce soit dans les Échos, le Figaro, la notion d'Internet fixe qui n'existait pas il y a 2 ou 3 ans dans la partie, dans les journaux. Et donc, il y a des différences très fortes. Je vais en prendre juste 2 ou 3 à titre d'exemple. La première, c'est le rôle que jouent les opérateurs mobiles et les constructeurs de terminaux dans l'écosystème du mobile. On n'a pas la même chose dans le domaine de l'Internet. On n'est pas en train de se dire, tiens, je ne peux pas développer ce service-là parce que j'ai HP qui va m'empêcher de le faire. Je fais une référence, ce qui est arrivé aux gens d'Apps Gratis, dont l'application a été enlevée. Donc il y a
Je pourrais rester quasiment 1 heure en vous donnant exactement la liste. Et là, je pense que vous ne serez pas très très content que je passe ça en revue. Donc, ton message, c'est vraiment de se dire qu'au début, pour faire de la télévision, on filmait des émissions de radio et on considérait que c'était tout ce qu'on pouvait en faire avant de développer finalement quelque chose qui n'a plus rien à voir, même si on voit que les talk-shows sont encore à la mode. Donc, pour toi, le mobile, c'est vraiment la possibilité de développer des usages et des comportements qui n'ont rien à voir finalement avec ce qu'on peut trouver sur Internet. Exactement, c'est une nouvelle frontière, c'est un nouveau territoire. Et c'est aux agences, aux intégrateurs, aux annonceurs, aux gens qui travaillent sur ces sujets-là, que d'inventer tout ça. Mais en se disant, c'est différent de l'Internet. Si je ne fais que recopier, que ce soit les contenus, il y a énormément de différences. Justement, Régis, qu'est-ce que la mobilité permet de faire que l'Internet ne pourra jamais vous offrir? Alors, je dirais que la mobilité, ça permet de faire de l'Internet et bien plus. Parce qu'on retrouve aussi quand même le concept de l'Internet et la possibilité de surfer calmement assis dans son fauteuil comme on le faisait avec une tablette ou même derrière son PC. Mais la mobilité, ça va permettre de donner une nouvelle dimension et de nouvelles ouvertures à Internet, puisque là, on va être justement dans des situations où on est sorti de son bureau pour accéder à de nouvelles formes d'informations qui vont se répartir en fonction de l'espace, du contenu et du temps. Donc, vous avez compris, ça va être le plan de la présentation. Si on commence par le premier, celui qui fait le moins débat, je pense qu'il est assez clair que de par l'ubiquité, de par cette notion-là, le mobile finalement a quelque chose à faire, des comportements et des exemples existent déjà de la manière avec laquelle le mobile peut utiliser l'espace. Alors, clairement, le mobile, il est, on va dire, en natif, pour employer un terme un peu technique, il intègre toutes les notions de géolocalisation. Depuis le départ, on a parlé de Cell ID, de GPS, etc. Donc, cette géoloc, elle est assez importante. Et je pense qu'en 2007, lorsque l'iPhone est sorti, on a tous été séduits rapidement par l'application Maps, qui pour le coup est une application révolutionnaire. On voit que ce n'était pas aussi simple que ça d'en faire une qui fonctionne bien, puisque lorsqu'Apple a essayé de le faire à la sortie de l'iOS 6, ils se sont un petit peu cassés les dents. Et ça montre l'importance, c'est-à-dire que le fait que pour la première fois depuis sa création, Apple s'excuse sur un service qui n'était pas au point, ça montre l'importance de cette cartographie qui aujourd'hui très clairement est devenue un support indispensable. Je terminerai juste par dire que ce qui est assez peu connu, c'est que on peut faire du search dans Maps, donc ça pour les marques. Il y a un enjeu aujourd'hui de comment j'apparais, certes sur Google, mais comment je vais apparaître dans toutes ces cartographies, comment je vais pouvoir me référencer localement. Alexandre, pourtant, tout n'est pas acquis et il y a certains impératifs à respecter pour que l'espace puisse être pleinement exploité par le mobile. Oui, il y a surtout cette notion de géolocalisation il y a plusieurs manières de géolocaliser finalement. Il y a les deux extrêmes, il y a la géolocalisation où une fois qu'on s'est géolocalisé, on continue à être géolocalisé à son insu. C'est ce qu'avait fait Google Latitude, qui a été un échec, parce que les gens n'aimaient pas être tracés en permanence. Et puis ce que j'appelle la géolocalisation narcissique, c'est-à-dire celle qu'on fait au cas par cas, au moment où on est content d'être vu à cet endroit. Voilà, c'était le succès à l'époque de Foursquare qui décline, mais qui permet en tout cas de se géolocaliser quand on est à un musée, quand on est content de dire qu'on se cultive, ou à un bar branché quand on est content de se dire qu'on est là. Et donc c'est important, finalement, la mobilité et la géolocalisation sont montrer qu'on va à des endroits et qu'on bouge. Ça fait partie de la reconnaissance qu'on peut obtenir de la reconnaissance grâce à la géolocalisation. À une époque où il fallait s'installer, on parlait de silo, où il fallait installer son bureau, on mettait sa plante verte et puis il y avait une sorte de statut qui était lié à son enracinement dans l'espace. Maintenant, on arrive à obtenir de la reconnaissance dans sa capacité à s'abstraire du contexte. Et pour ça, les téléphones mobiles sont le symbole même de ça. Vous parliez de Maps, mais ça ne veut pas dire que les institutions se désengagent de ce rôle de vous amener d'un point A à un point B, bien au contraire. Sur certaines technologies mobiles, il y a une assez forte convergence entre
les services publics en général et certaines technos, des sujets sur lesquels ils sont en avance par rapport aux marques. Une des caractéristiques de tout ce qui tourne autour du NFC, pour ceux qui ont un peu suivi le dossier, c'est que les pouvoirs publics et les collectivités locales ont joué un grand rôle. Et je pense que ça provient aussi, il y a plusieurs catalyseurs dans le NFC. Il y a bien sûr les banques, bien sûr la distribution, mais essentiellement le transport public. C'est-à-dire dans les pays dans lesquels ça fonctionne, c'est le grand opérateur de transport public qui a son pass Navigo, tel qu'il s'appelle à Paris. Dans mon métier, c'est extrêmement important de pouvoir se géolocaliser, puisque Unibail opère dans des centres commerciaux de très très grande taille. Et pour rendre, je dirais, visible, lisible la taille de ces espaces, il est nécessaire et très utile de pouvoir fournir un certain nombre de services et d'outils aux visiteurs au travers de son smartphone. D'une part, pour pouvoir se repérer, pouvoir naviguer au sein de ces grands espaces, et d'autre part, de pouvoir montrer aussi l'exhaustivité de ces espaces, de les faire découvrir rapidement en un seul coup d'œil. Et finalement, on a dépassé cette notion de service pour arriver à cette notion d'expérience où ce qu'un propriétaire de centre commercial aimerait, c'est qu'au lieu que faire les courses soit une corvée, faire les courses, ça devienne une chasse au trésor. C'est effectivement, ça peut être la chasse au trésor, mais c'est de travailler tout ce qui va toucher au moment plaisir, à la détente, à des moments aussi de convivialité, essayer de créer ces endroits où on est heureux de s'y retrouver, heureux de se promener et éventuellement heureux d'y acheter. Est-ce que c'est vraiment ça que ressentent les gens quand ils y vont? Est-ce qu'il y a vraiment il n'y a pas cette notion de « Oula, on m'a repéré ». Qu'est-ce que je ressens? On m'a identifié, j'ai pas envie qu'on sache que je sois là. Alors, aujourd'hui, je vais répondre brièvement, mais aujourd'hui, en ce qui concerne la géolocalisation, donc indoor, qui est un peu particulière par rapport à ce que vous connaissez au niveau du GPS, c'est un acte volontaire de l'utilisateur. On ne le repère pas de facto comme ça, c'est un acte volontaire où lui-même accepte de se faire repérer dans le centre et d'ensuite repérer les endroits où il souhaite y aller. De manière fondamentale, il y a aussi la notion de choix. Vous avez parlé de Google Latitude, ce ne sont pas les seuls services qui ont été épinglés parce que justement, ils utilisent la géolocalisation sans vraiment vous donner le choix. Ça touche aussi à la notion d'intimité, et si les marques nous révèlent et nous identifient, on n'est pas très content. On a cette notion d'opt-in, opt-out, c'est classique, mais c'est vrai que c'est important de l'appliquer strictement à la géolocalisation. Après, de quelle manière on le rappelle, une bonne fois pour toutes, avec la possibilité de désactiver, ou à chaque fois qu'on allume l'application, il faut voir aussi si ça ne peut pas ralentir le commerce. On a, en ce qui concerne la Mobile Marketing Association, travaillé en fin 2009 à la fois sur la charte du droit à l'oubli avec un certain nombre d'autres associations. Et c'est une charte qui avait été co-signée avec Nathalie Kosciusko-Morizet à l'époque, mais on nous avait demandé spécifiquement de se concentrer en ce qui nous concerne sur la géolocalisation, et on en était arrivé à la conclusion qu'effectivement ce qui est fait par ces acteurs américains tant décriés que sont Apple et Google respecte très clairement ce qui nous semblait être une bonne déontologie, sachant qu'il n'y a aucune réglementation à ce jour, à part cacher au fin fond du code des postes et télécoms des éléments sur qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas faire. Mais on trouve que ce qui est fait dans une application iPhone ou Android, c'est-à-dire qu'on demande l'autorisation à l'utilisateur s'il souhaite nous semble assez correct. Maintenant, un certain nombre d'autorités de régulation s'interrogent sur la durée de vie non pas de l'opt-in géologue, parce que pour un juriste ça serait affreux, c'est du consentement d'une personne à être géolocalisée. C'est là, par rapport à votre remarque, ça tue le business. Si on est obligé de se réinscrire à chaque fois, c'est extrêmement fastidieux. Si dans mon application BNP, j'ai donné l'autorisation à la BNP de me géolocaliser quand je suis dans la rubrique Store Locator pour trouver l'agence le plus proche, si on me le demande à chaque fois, objectivement, certes, la CNIL sera peut-être contente, mais moi, en tant qu'utilisateur, et moi, BNP, en tant que marque, je pense que ça détruit de la valeur pour tout le monde. Deuxième chose qu'on va passer en revue, c'est le contenu. Ça aussi, c'est très important, et surtout pour les marques. Finalement, une marque, c'est là pour donner quelque chose d'utile aux consommateurs. Tout à fait. Alors, je vais prendre deux exemples extrêmement différents. Le premier, on va dire, d'une marque de grande conso classique, le groupe Nestlé, qui depuis maintenant 3 ou 4 ans produit de très jolies applications marketing
une qui me vient à l'esprit, qui était celle qui avait été réalisée par Nestlé Dessert, qui a été téléchargée 200 ou 300 000 fois, avec un univers de contenu, de jeu autour de tout ce qu'on pouvait faire avec les tablettes de chocolat Nestlé Dessert. Quand on arrive à 300, 400 000, 500 000 personnes qui téléchargent ce type d'application, on comprend que les marques sont légitimes à apporter lorsque je prends mon téléphone mobile dans la cuisine avec ma petite recette pour aller faire mon gâteau. De l'autre côté, pour montrer un peu l'écart qu'on peut être amené à faire parmi les applications qui sont développées par nos membres, vous avez tout ce que fait la SNCF, qui je pense fait un travail remarquable, et ça depuis, je dirais, 2008-2009. Alors certes, il y a une hétérogénéité assez forte en termes de potentiel de services mobiles entre les secteurs. C'est clair que quand on est dans le transport public, on en a parlé déjà un tout petit peu tout à l'heure, on est au cœur du déplacement, de l'information, et pour ceux d'entre vous qui utilisent des applications de la SNCF, que ce soit en particulier SNCF Direct, qui je crois est l'application là où cette information qui peut vous être apportée par push notification, c'est-à-dire ces messages qui ressemblent un peu à un SMS, mais qui sont directement liés à l'application. Lorsque un train change de quai ou d'horaire, je pense qu'on est typiquement dans l'illustration de l'importance d'un contenu qui peut être apporté par une marque. Donc d'un côté, ça va d'un Nestlé Dessert qui apporte des contenus très commerciaux jusqu'à un SNCF qui apporte du service, mais pour nous, il y a un continuum. La SNCF est une marque et a des gros budgets de communication, et SNCF Direct est un de leurs produits qui est décliné en multicanal. On parle souvent d'infobésité, d'une tonne d'informations qui nous arrivent, et c'est spécialement vrai sur Internet vu la taille des tuyaux. Est-ce que le mobile nous permet de créer de nouveaux filtres et de consommer différemment ce qu'on choisit finalement de regarder? On n'a pas le choix. La taille de l'écran, le fait justement qu'on ne peut pas rester 1 heure à chercher une information dessus, fait qu'il faut frapper juste, il faut que le contenu soit le mieux filtré possible, donc en fonction de tous les critères que va pouvoir nous remonter justement le device. Ça va venir enrichir quelque part les filtres pour que l'on puisse distiller vraiment la meilleure information possible et le moins d'informations possible, donc la plus pertinente. Du coup, on se retrouve vraiment dans une nouvelle consommation des médias et de l'information. Finalement, on a un nouvel usage de la consommation à partir d'un seul écran. On a plusieurs couches sociales. La même famille peut regarder de 4 manières différentes la même émission à la télévision, tweeter, commenter, partager, échanger, voire remonter les images ensuite via YouTube. Donc on se retrouve dans un usage du média qui n'a rien à voir avec ce qu'on se connaissait avant, ce qui pose aussi des enjeux pour les marques qui font la publicité sur ces médias. Tout à fait. Je pense sur cette partie publicitaire, on peut faire peut-être une petite parenthèse. Une des grosses interrogations qui nous anime tous, et de comprendre comment le mobile, qui pèse aujourd'hui 30% de l'audience digitale, ne représente que 5% des investissements publicitaires. Donc certes, il y a des nouveaux formats, il y a des choses qui se développent, qui se retrouvent, si on prend l'exemple de The Voice, dans des services interactifs parfois payants, donc qui vont générer des revenus pour l'éditeur, dans le cas présent TF1. Mais en revanche, en termes de publicité, aujourd'hui, il y a encore un certain décalage et que l'audience semble moins productive d'un point de vue purement publicitaire. On a un véritable problème d'attention dans l'utilisation publicitaire du média mobile. Après, je pense que c'est la question à $1 milliard, puisque c'est la question qui fait que Facebook a été massacré en bourse à son entrée. C'est la question que se posent tous les marchés à travers le monde, c'est à quel moment ces revenus publicitaires vont basculer de l'Internet fixe vers l'Internet mobile. Est-ce que c'est de l'additionnel? Donc imaginez quand vous avez mis une banque privée qui a mis des milliards dans Facebook et qui s'aperçoit qu'il y a 60% de l'audience Facebook qui se fait sur le mobile, et puis que ça grimpe, et puis que tous les revenus viennent du fixe. Je pense que c'est particulièrement stressant. Donc, quelque part, pour les marques, le contenu, il est là pour alimenter aussi le commerce. Je suis désolé, je joue le rôle du commerçant et du marchand. Du marchand du temple. Voilà, justement, on va revenir à l'humain. Alexandre, on parlait de lien et de lien social. Est-ce que ce n'est pas paradoxal que
on puisse dire en même temps, la télévision permet de rassembler toute la famille, ceux qui veulent tweeter peuvent tweeter, ceux qui veulent juste regarder peuvent regarder, et en même temps, on donne aussi des outils pour que chacun puisse s'isoler et regarder autre chose différemment. Comment ça se gère, ce paradoxe ? Je ne sais pas comment ça se gère, mais c'est un fait, c'est là, en tout cas. C'est-à-dire on pourrait appeler ça, c'est le phénomène de la désynchronisation, c'est on peut, avant on était tous obligés de partager le même programme, il n'y avait qu'un seul écran, donc on pouvait regarder tous la même chose parce que c'était l'outil de divertissement. Maintenant, une famille peut regarder chacun son écran. Bon, c'est la désynchronisation. Et puis c'est vrai que ce sont aussi de nouveaux modes de vie, c'est-à-dire que on peut aussi voir ça autrement en disant je suis dans ma chambre, mais j'ai passé la soirée avec du monde. Les Américains appellent ça to socialize, c'est-à-dire faire du social de son sofa. Et voilà, j'ai vu plein de monde, mais t'étais où ? Sur mon canapé, dans mon salon, et voilà, avec la télé en fond, finalement on ne regarde pas, on consomme du média de façon différente parce qu'on passe d'un écran à l'autre et on regarde des choses différentes. Et la désynchronisation, c'est pas seulement le téléphone mobile, c'est aussi le fait de pouvoir activer les contenus quand on veut, en replay, à la demande. Et ça, c'est digital, c'est plus que mobile. Et marques comme service public ont vraiment perçu l'intérêt du contenu, puisque finalement, un contenu qui est utile, ça devient un service, monétisable ou pas. Pour le coup, la monétisation est quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'on a, en particulier en France, je pense que ça a été un débat quasi récurrent, que ce soit, moi qui ai vu la dernière décennie qui s'est écoulée avec 3 vagues, le SMS et le SMS surtaxé, donc c'était la première vague, le messaging, deuxième vague, le mode connecté avec l'Internet mobile, et troisième vague, les applications mobiles. Et à chaque fois, on a eu des réactions assez intéressantes des annonceurs, notamment qui étaient le fruit du Minitel et de l'Audiotel, et qui était de se dire, super, sur l'Internet, on n'a pas réussi à développer des trucs payants, et donc en revanche, on va réussir à le faire sur le mobile. Et donc, nous, on a toujours eu des discussions avec les marques pour dire, mais non, vous ne pouvez pas, maintenant, ça y est, on est passé dans un univers digital où vous ne pouvez pas transformer un truc qui doit être un centre de coût, c'est-à-dire toute votre relation client, votre activité promotionnelle, en un centre de profit, ce que le Minitel avait réussi à faire de manière magique. Et pour ceux qui se souviennent, lorsque la RATP a lancé en 2008 son application iPhone, elle était payante. Oui. Et ils ont fini, donc moi je me souviens les avoir rencontrés à l'époque, je me disais, mais vous êtes complètement fous. Et en gros, c'est qu'ils n'avaient pas les budgets pour l'avoir développée, donc ils avaient fait payer, etc. Et aujourd'hui, elle est gratuite. Donc je pense que les services mobiles ont été vus pendant un certain temps, aussi bien par les marques que par les pouvoirs publics, comme un endroit où on pouvait faire payer parce qu'il y avait eu ces fameux votes pour le loft, etc. Donc on s'est dit, tiens, enfin un espace où on va pouvoir aller prendre de l'argent aux cochons de consommateurs. Et là, je pense qu'on est revenu aujourd'hui dans quelque chose de beaucoup plus... et qu'il n'y a pas de différence entre les services publics et les marques, pour le coup. Et on a effectivement cette impression que les services publics arrivent de plus en plus à maîtriser cette notion de contenu. Il y a un exemple fameux que vous avez bien rappelé, c'est l'exemple tunisien. Oui, alors il y a l'exemple tunisien, c'est le fait, vous parlez d'une association qui s'appelle Al-Bafala, je ne connais pas la prononciation arabe, mais en fait ça veut dire la boussole, et qui, lors de l'avènement du gouvernement, a décidé de demander, de dire les députés ont été élus, ce n'est pas un poste qui va être acquis et qui va vous donner le blanc-seing pour tout ce que vous allez faire. Vous allez devoir rendre des comptes aux citoyens et on va le vérifier. Et donc comment ils l'ont vérifié ? En rendant compte des heures d'arrivée des députés, en tweetant, il est arrivé à 15h05, le débat s'est ouvert à 17h alors qu'il devait s'ouvrir à 16h, puis après tweeter un lien vers le contenu du débat, qui explique, qui relate toutes les informations, et puis l'heure du vote. Donc voilà, c'est une information citoyenne qui a été retransmise par cette association, qui est une ONG, et qui, je trouve, est un exemple très positif de l'utilisation de Twitter. Parce qu'on a souvent l'autre pendant, la tweet mania, où on donne des informations, pas forcément genre les coulisses de la politique, qui sont plus un côté people. Là, il y a un vrai côté engagement politique et citoyen. Donc les marques rêvent effectivement aujourd'hui d'impliquer leurs utilisateurs. C'est tout le changement d'une publicité qui est passée quand on était gamin, on diffuse un message, et à faire que le consommateur maintenant devienne acteur. Ça se fait bien évidemment aussi sur les réseaux sociaux, mais sur le mobile, on est en permanence en train de se dire que si un consommateur a téléchargé une application,
il a fait une action. Cette application est, comme je disais tout à l'heure, quasi toujours généralement gratuite. Et moi, en tant qu'annonceur, j'ai pris une place sur l'écran et si possible sur le premier écran, le plus près possible. Et il va avoir de manière régulière ma petite icône Renault ou L'Oréal. Et ça va me faire à la fois de l'équivalent GRP tous les jours, c'est-à-dire de l'affichage publicitaire. Et puis, je vais pouvoir le réveiller en lui envoyant des push notifications, garder le fil. Contrairement à ce qu'on peut penser, votre client, le client de votre entreprise, monsieur et madame tout le monde, mais ils sont ravis de recevoir des messages des entreprises qu'ils aiment. Ces messages, que ce soit du push notification ou sous ses formes plus simples du SMS, à condition de ne pas dépasser un certain seuil. Mais quand on leur demande, on s'aperçoit qu'ils adorent recevoir des choses pertinentes. Donc les bons contenus, bien sûr, au bon moment. Au bon moment, justement, puisque un des facteurs aussi importants de la mobilité, en tout cas un des 3 piliers sur lesquels on peut envisager de construire, c'est cette notion de temps. On adore faire à notre smartphone des choses qui servent, mais on adore aussi leur faire des choses qui servent à rien, parce que ça sert à tuer le temps, c'est le divertissement. Ça sert à nous divertir avant tout. Et ça, il ne faut pas oublier, c'est la même chose pour Facebook. Quand une marque communique, elle rentre dans un univers où les gens aiment se divertir. Et ils aiment avant tout faire ça, donc d'où le succès d'Angry Birds. Mais aussi cette notion de maîtrise de ce temps, qui fait qu'on ne veut pas des jeux compliqués où on va accéder longtemps. On sait que, par exemple, de telle station de métro à telle station de métro, on va pouvoir se faire 2 levels de Angry Birds où on va pouvoir regarder une vidéo parce qu'elle va durer 3 minutes et qu'on a son casque et on peut la regarder tranquillement et après on peut sortir. On doit avoir toujours cette notion de maîtrise de son temps. On doit pouvoir le maîtriser, sinon on n'ouvre pas le lien ou sinon on ne joue pas. Tuer le temps en le maîtrisant, c'est vraiment un paradoxe de plus. Vous nous disiez quelque chose, Alexandre, qui est vraiment positif par rapport au temps. C'est-à-dire qu'en fait, la mobilité nous permet de travailler ensemble, mais pas en même temps. Il manque quelque chose là-dedans qui je trouve qui remplacera jamais la rencontre humaine. C'est la notion de retour. C'est-à-dire que quand on peut avoir aussi cette sensation de management par email, par exemple, ou par les dernières applis en vogue, les dernières plateformes, d'avoir envoyé ces quelques injonctions et puis après de passer en réunion et les gens qui vont recevoir ces ordres-là, on n'a pas leur retour immédiat. Et on a la sensation pendant la réunion, après avoir envoyé ces ordres, que tout va bien se passer et que les choses vont avancer. Et en fait, si jamais on avait été voir la personne, elle aurait dit non, je te dis tout de suite, ça c'est pas possible. Techniquement, c'est pas faisable. Et donc du coup, il y a un dialogue, il y a un échange, il y a une négociation, on peut le faire, mais on le fait pas tout de suite parce que c'est impossible de le faire. Voilà, cette notion de retour, de feedback immédiat, on l'a pas quand on manage à distance et quand on cette notion un peu virtuelle en mode projet à distance. Parce que pour vous, une des vocations premières du mobile, c'est vraiment ça. C'est pas de rester dans une consommation virtuelle, mais vraiment d'augmenter le réel avec ces informations-là. Je crois qu'il y a une dualité, c'est-à-dire que le mobile, il permet d'accéder au virtuel de partout, mais il permet aussi d'ancrer le digital dans le réel. Il permet énormément d'enrichir l'expérience du réel. Il permet, en fin de compte, d'appréhender le réel d'une façon différente, d'une façon nouvelle, voire de redécouvrir certains lieux, certains endroits, de découvrir de nouvelles histoires sur certains lieux. Il y a déjà un certain nombre d'applications qui proposent ce type de choses quand vous vous baladez à certains endroits. Une statue, elle est reconnue, ils vous disent ce que c'est, ils vous racontent son histoire. Donc ça vous permet aussi d'enrichir votre expérience du réel en permanence. Pour vous, Alexandre, il n'y a pas une notion au Big Brother. On ne veut pas laisser la sphère publique entrer dans notre intimité de peur d'être surveillé. C'est la même chose d'accepter une marque ou d'accepter de suivre un élu, une institution ou un parti politique. Il n'y a pas de différence. J'ai l'impression qu'en tout cas, sur le téléphone, on est plus que sur Internet par ordinateur, on est plus attaché à son intimité, à sa privacy, comme disent les Anglais. La citoyenneté, ça commence au moment de la politique. En marketing, en général, nous, on s'adresse très souvent, on prend l'exemple de Nestlé, on s'adresse au foyer. L'homme politique, lui, va vouloir s'adresser à l'individu. Et l'individu, typiquement, il y a quoi de mieux que de pouvoir toucher sur son téléphone mobile. Donc ça, c'est déjà d'un point de vue marketing. De l'autre côté, là aussi, il y a une dualité, c'est que
pendant les 4-5 années qui viennent de s'écouler, je pense que le mobile a été perçu par les hommes politiques comme un outil pour toucher les jeunes. Moi qui suis un observateur attentif de cet écosystème, je me souviens qu'en 2005, Raffarin, qui était Premier ministre à l'époque, avait tapé lourdement sur le SMS en disant que c'était une honte, que ça coûtait très cher aux ados et qu'il fallait que les opérateurs baissent les prix. Donc je pense qu'il y a, et beaucoup estiment que la dérégulation qui a été faite avec l'entrée assez violente de Free et aussi une volonté des pouvoirs publics de l'époque de démontrer aux jeunes qu'ils avaient fait quelque chose pour leur rétrocéder du pouvoir d'achat. Donc le mobile, il joue un rôle un peu compliqué, mais c'est en tout cas mon espace personnel. Alors en tant que citoyen, ça a de l'impact, mais comme je suis là pour représenter les marques, je peux aussi parler des marques. On en a un peu parlé tout à l'heure, mais je pense que je ne vais pas avoir 250 marques sur mon téléphone. Il y en a une vingtaine avec lesquelles je vais discuter. Et donc, c'est important d'être parmi celles-ci et d'être présent sur le téléphone ou sur l'écran de mes clients en cœur de cible. Qui de Barack Obama ou de Nadine Morano a le mieux compris l'utilisation du mobile? Question à 100 000 $. Ouais, c'est la réponse dans la question. Non, je pense qu'en 2000, à partir de 2008, tous les partis politiques français avec lesquels j'ai pu échanger, parce que ce sont des marques, ils se posent des questions en tant que marque, ils ont tous envoyé des gens pour voir ce que Obama avait fait en 2008. En se disant c'est génial le mobile, le machin, enfin moi j'avais tout un tas de slides sur ce qu'Obama avait fait, ce que j'ai vu sortir des partis politiques pour l'élection 2012 sur le mobile en tout cas a été assez limité. Je pense qu'ils ont en revanche beaucoup plus investi sur les réseaux sociaux, mais le cœur en réalité ce qu'Obama avait fait, mais ça n'a pas grand chose à voir avec le mobile, c'était le data mining et le fait d'avoir fait travailler des énormes bases de données. Oui. Et la politique aux US où c'est du porte-à-porte, c'est-à-dire qu'ils ont fait un vrai marketing local comme pourrait le faire un Quick ou un McDonald's en connaissant maison par maison où ils ont des clients ou pas des clients, en envoyant en porte-à-porte. Ça en France, ça ne peut pas se transposer. On est dans un monde où on ne parle pas de politique comme aux US. De la même manière, on ne peut pas utiliser le mobile aujourd'hui pour voter parce que voilà, on est dans un pays où il y a un certain nombre de règles qui nous viennent de 1789 où une rigidité, et c'est peut-être pas plus mal d'ailleurs. Finalement, que ce soit l'individu, que ce soit la marque ou que ce soit la sphère publique, les critères sont les mêmes. C'est-à-dire qu'on peut accepter l'un ou l'autre, on n'a pas une peur spéciale de l'un ou de l'autre, on est méfiant quand même relativement de nature. Est-ce que ce n'est pas le symptôme, Alexandre, d'une société qui est prête à accepter les bénéfices, mais surtout qui refuse tout type de risque ? Mais j'ai l'impression qu'il y a un paradoxe, c'est que derrière, nous-mêmes, nous donnons beaucoup d'informations de nous-mêmes. Quand il s'agit d'accéder à des services, on est prêt à donner nos données personnelles en échange. Et finalement, on est un peu tous, si jamais on va sur... là, c'est plus Facebook, mais Facebook est accessible aussi sur les mobiles. Hein, et on donne de nous-mêmes toutes ces informations de bon cœur sans se poser des questions. Et on va aussi même impliquer les autres en les géolocalisant à leur place, en les taguant. Et donc, on est finalement un peu tous des little brothers. Alors, il y a des moyens de les désamorcer, mais par défaut, ils sont activés. Je pense que c'est quasi impossible pour l'utilisateur final de comprendre exactement tout ce qui se passe. Mais en plus, je vais le prendre différemment. C'est l'utilisateur, il veut la bonne réponse. Et si je ne le connais pas, je ne saurais pas lui donner la bonne réponse. Mais à quel prix ? Donc vous êtes vraiment, enfin, c'est comme d'habitude, il y a toujours les deux faces de la même pièce. Le symbole, c'est le mythe du gratuit. C'est-à-dire que rien n'est gratuit. Rien. C'est quand vous avez un service ou quelque chose, que ce soit sur mobile ou sur Internet, du coup, qui est gratuit, c'est que finalement, c'est vous le produit. Vous donnez votre data, vous donnez des informations. Donc, comment est-ce qu'on fait pour concilier cette espèce de chose ? Je veux des services, mais en même temps, je ne suis pas forcément prêt à ce qu'on vienne piocher dans mon carnet d'adresse, à ce qu'on vienne me suivre, savoir où je vais. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, je ne suis pas sûr que le français de base, il ait même peur, il y va, il avance. Je pense que c'est plus les pouvoirs publics, et c'est leur rôle, et il faut être très vigilant là-dessus, qui doivent définir ce qui est possible ou pas possible. Mais ça devient trop compliqué, honnêtement, on ne s'en rend même plus compte.
le RTB, le retargeting, les ad networks, Facebook. Enfin, il y a un moment où on comprend plus trop ce qui se passe. Le retargeting, je pense, c'est un bon exemple, même s'il n'a pas grand-chose à voir avec le mobile. Est-ce que c'est bien ou pas bien le retargeting? Moi, j'ai assisté à des discussions entre les associations professionnelles et la CNIL sur ces sujets-là. Ça peut durer pendant des heures. Et objectivement, si on fait des tests et qu'on demande à l'utilisateur qu'il ait des pubs qui correspondent à ce qu'il a visité comme site, ça, quand même, on sent que ça a du sens d'un point de vue marketing, quoi. Vous voulez, Régis? À condition que ce soit bien fait, toujours. Parce que sinon, effectivement, ça se transforme vite en pollution et en forme de spam. Il faut vraiment revenir sur l'idée de diffuser, même si c'est une démarche commerciale derrière, il faut vraiment que l'information tombe comme un service, comme une véritable aide pour l'utilisateur. Et en ce qui concerne, par rapport à la gratuité, on utilise, je pense, quasiment tous Google depuis un certain nombre d'années. Google n'est pas gratuit. Google se nourrit et vit grâce aux informations qu'on lui injecte tous les jours et qu'on lui donne tous les jours. Et à un point tel, c'est que même la façon dont les smartphones, pour revenir sur la mobilité, sont vendus et la façon dont ils sont délivrés, il y a une vraie différence entre le monde iOS du monde Android, où quand vous achetez un iPhone, la première chose que vous devez faire pour pouvoir l'utiliser, c'est à un moment donné rentrer votre carte de crédit. Quand vous utilisez un Android, la première chose que vous devez faire pour pouvoir le déloquer et l'utiliser, c'est mettre votre adresse Gmail. On voit bien qu'on est sur deux visions un petit peu différentes du monde. Un, basé effectivement sur Apple, la formation plus la carte de crédit, et Google qui est vraiment basé sur l'information. Comme l'a dit Gérard ce midi, on est vraiment à un point d'équilibre où vous avez tous conscience de l'intérêt du mobile. Même si vous ne l'aviez pas, de toute façon, la consumérisation fait que vous allez devoir vous y intéresser. Beaucoup de questions se posent. Les principales réponses qu'on a pu vous apporter lors de ces 2 jours, c'est que vous ne le ferez pas seul, vous le ferez en y impliquant entre autres la RH, mais aussi les différentes directions fonctionnelles. Et notre seul souhait qu'on pourrait avoir, c'est que l'année prochaine, vous reveniez chacun accompagné de votre DRH et votre direction de marketing pour qu'effectivement, on puisse ensemble faire progresser ce débat de la mobilité numérique. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous à l'année prochaine. Merci beaucoup.